Avec un PIB de 4,9 billions de dollars et une population de 125 millions d'habitants, le Japon est la troisième économie mondiale. Le pays possède une économie importante et diversifiée et est l'une des nations les plus riches du monde. Le pays a été dévasté après la Seconde Guerre mondiale, son pays et son économie étant en ruine. Le Japon a connu ce que l'on appelle le miracle économique japonais, c'est-à-dire la période d'immense croissance économique qui a suivi la guerre et qui a duré jusqu'aux années 1970. Comment le Japon a-t-il réussi à se reconstruire après la guerre et quels sont les facteurs qui ont conduit à son miracle économique? Dans cette vidéo, nous allons retracer l'économie du Japon en l'analysant depuis ses origines jusqu'aux années 1970 afin d'évaluer le développement de son économie. Les origines économiques modernes du Japon remontent à 1868 pendant l'ère Meiji, qui a duré de 1868 à 1912. C'est à cette époque que le Japon a connu sa révolution industrielle, qui a débuté vers 1870. En 1877, la Banque du Japon a été fondée et a utilisé les impôts pour financer les usines sidérurgiques et textiles. Le gouvernement souhaitait s'inspirer de la réussite des pays occidentaux et a envoyé des milliers d'étudiants à l'étranger dans des écoles occidentales, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays d'Europe. Le Japon a adopté son propre système d'éducation basé sur l'Occident et a engagé des enseignants de pays occidentaux pour enseigner dans ses établissements. Il a également engagé des professionnels occidentaux pour enseigner des domaines tels que les sciences et l'ingénierie. Le gouvernement a investi massivement dans ces infrastructures en construisant des chemins de fer et en améliorant les routes existantes. Le premier chemin de fer a été inauguré au Japon en 1872 et d'autres réseaux ferroviaires ont été construits dans tout le pays peu après. Les chemins de fer ont contribué au développement économique en facilitant le transport des marchandises et en le rendant plus rentable. L'économie japonaise a continué à progresser et à se développer pendant une bonne partie du XXe siècle. Nous sommes en 1914 et le monde est plongé dans la Première Guerre mondiale. Tout au long de la guerre, l'Europe n'a plus produit de biens pour le commerce international car ses économies se sont tournées vers la production de biens pour la guerre. Pour combler ce vide, le Japon a commencé à produire et à exporter des marchandises dans le monde entier. Il a connu un boom des exportations qui a duré tout au long de la guerre. Cependant, le Japon a connu un boom des exportations qui a duré toute la durée de la guerre. À la fin de la guerre, cet essor s'est interrompu en raison de la chute des prix des produits de base. En 1920, le marché boursier japonais avait chuté de 55%. Les banques étaient systématiquement surendettées et nombre d'entre elles étaient au bord de la faillite. La Banque du Japon a accordé des prêts d'urgence à plusieurs banques pour qu'elles puissent continuer à fonctionner. Cela les a peut-être sauvées à court terme, mais à long terme, cela n'a fait que retarder le problème car les banques sont devenues de plus en plus endettées. En 1923, le Japon a été frappé par un violent tremblement de terre connu sous le nom de Grand tremblement de terre du Kanto qui a tué plus de 1000 personnes et détruit plus de 7000 habitations. Ce tremblement de terre n'a pas seulement provoqué d'importantes destructions physiques, il a aussi catalysé une instabilité supplémentaire dans le secteur financier. La Banque du Japon a émis des prêts sous forme de bons de tremblement de terre aux banques touchées par le tremblement de terre afin de leur fournir des liquidités pour éviter que le système financier ne s'effondre. En 1927, le ministre des Finances du Japon a déclaré à tort que la Tokyo Watanabe Bank, l'une des plus grandes banques commerciales du Japon, était en faillite. Cette annonce a semé la panique dans tout Tokyo. De nombreux particuliers retirant leur argent de leur banque, ce qui a entraîné la fermeture de nombreuses banques. Heureusement, les dégâts ne se sont pas étendus au-delà de Tokyo. Cependant, la plus grande série de retraits massifs de capitaux était encore à venir. Suzuki & Co
était une grande société commerciale basée à Kobe, au Japon, qui s'est rapidement développée tout au long de la Première Guerre mondiale grâce à des pratiques commerciales spéculatives. Après la guerre, lorsque l'économie s'est effondrée, la société était au bord de la faillite. L'entreprise entretenait des relations étroites avec la Banque de Taïwan et lui a demandé un prêt d'urgence, mais la Banque de Taïwan a refusé. Le gouvernement japonais a tenté d'émettre une ordonnance pour que sa banque accorde le prêt, mais cette ordonnance n'a pas été adoptée. La Banque de Taïwan a donc fait faillite et une panique financière s'est ensuivie dans tout le Japon, les gens craignant que d'autres banques ne ferment. Des ruées sur les banques ont eu lieu dans tout le pays et de nombreuses banques ont effectivement fait faillite. Le gouvernement a décrété un moratoire de 3 semaines sur toutes les obligations financières. À la fin du moratoire, la situation s'est calmée et les choses sont revenues à la normale. À la fin de la crise, les banques les plus petites et les plus instables ont fusionné pour former environ 2 douzaines de banques. Le secteur bancaire est alors dominé par les grandes banques, principalement les 5 plus grandes banques du pays, connues sous le nom de Big 5. Le fiasco bancaire a été un problème critique, mais pas catastrophique, et il préfigurait ce qui allait suivre. Le Japon a connu sa plus profonde dépression économique pendant la Grande Dépression dans les années 1930-1932, connue sous le nom de dépression de Showa. Le krach de Wall Street, connu sous le nom de Jeudi noir, a déclenché un chaos économique dans tout le Japon. La pauvreté dans les régions rurales du Japon s'est aggravée et de nombreuses régions ont connu la famine. De nombreuses personnes sont mécontentes du gouvernement à cette époque et diverses factions soutenant le militarisme et le nationalisme voient le jour. Des politiques de rationnement des biens ont été mises en œuvre. L'économie a commencé à se redresser en 1932, lorsque le gouvernement nouvellement élu a mis en œuvre des politiques monétaires telles que des taux d'intérêt bas et des politiques fiscales telles que des dépenses déficitaires. La Banque du Japon a acheté des obligations d'État afin de stimuler l'économie. L'économie s'est redressée en 1932 et a progressé jusqu'en 1936. Le Japon est le premier grand pays à se remettre de la dépression. Toutefois, la stabilité ne durera pas longtemps. À partir de 1931, diverses factions militaires se sont formées pour renverser le gouvernement. Le gouvernement a commencé à perdre le soutien des citoyens en raison de son incapacité à contenir l'armée et de sa vaste corruption. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État de la part des militaires entre 1931 et 1937. Cependant, en 1937, lorsque le Japon est entré en guerre contre la Chine, les militaires japonais ont complètement pris le contrôle du gouvernement, l'économie se transformant en économie de guerre afin de mobiliser l'économie japonaise pour la guerre. Avant la guerre, l'économie japonaise était largement orientée vers le marché. Mais une fois la guerre commencée, l'économie japonaise est devenue une économie planifiée, le gouvernement dictant la manière d'allouer les ressources pour la guerre. Les partis politiques ont été abolis et le Japon est devenu un État à parti unique. L'une des principales préoccupations de la nation était de savoir comment sécuriser et optimiser au mieux ses ressources naturelles. Le Japon n'est pas une nation riche en ressources naturelles et a dû s'assurer les ressources naturelles de ses colonies, mais celles-ci n'étaient pas suffisantes. Pour tenter d'obtenir davantage de ressources naturelles, le Japon a envahi l'Asie du Sud-Est, en commençant par le Vietnam en 1941. En conséquence, les États-Unis ont imposé un embargo pétrolier au Japon. Sans les États-Unis, les réserves de pétrole du Japon s'épuiseraient en 2 ans. Le Japon, dans un énorme pari, a envahi Hawaï et bombardé la flotte américaine à Pearl Harbor, ce qui lui a donné le temps d'envahir l'Asie du Sud-Est sans interférence de la part des États-Unis. Le président de l'Union européenne a déclaré qu'il souhaitait négocier la paix au lieu d'entrer en guerre, mais ce pari n'a pas été payant.
Le lendemain de l'invasion de Pearl Harbor, les États-Unis déclarent la guerre au Japon, ce qui les fait entrer dans la Seconde Guerre mondiale. Très vite, le Japon a commencé à se retirer de l'Asie du Sud-Est à la suite des contre-attaques des Alliés. À partir de juin 1944 et jusqu'à la fin de la guerre, l'armée américaine s'est engagée dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. L'armée américaine mène des raids aériens massifs contre les villes japonaises qui détruisent la plupart d'entre elles. Des bombes atomiques ont été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, et l'Union soviétique a déclaré la guerre au Japon. Tous ces facteurs ont conduit à la défaite du Japon. Le 15 août 1945, l'empereur du Japon, l'empereur Hirohito, a annoncé au peuple japonais, par le biais d'une émission de radio, la capitulation du Japon dans la guerre. Après la guerre, le Japon était en ruine. La guerre a coûté la vie à plus de 2,6 millions de personnes. Ses villes ont été détruites. Son économie est ravagée par le chômage et l'inflation. Ses usines et ses infrastructures industrielles sont en ruine. Les conditions de vie sont épouvantables et le Japon est au bord de la famine. Cependant, la nation était déterminée à se reconstruire et à repartir sur de nouvelles bases, et c'est ce qu'elle a fait. Entre 1945 et 1991, l'économie japonaise a connu une croissance et un développement rapide. Cette période est connue sous le nom de miracle japonais, car l'économie du Japon a connu des niveaux de croissance sans précédent et est rapidement devenue la deuxième économie mondiale. Mais comment le Japon a-t-il pu se reconstruire aussi rapidement et favoriser cette croissance? Immédiatement après la guerre, l'un des principaux problèmes auxquels le Japon était confronté était le chômage. Le pays comptait 7,6 millions de soldats ainsi qu'1 million d'autres personnes. 4 millions de personnes qui travaillaient dans la production militaire pour alimenter l'économie de guerre. L'une des questions les plus récurrentes était de savoir où ces personnes allaient travailler maintenant que l'armée et l'économie de guerre étaient démantelées. Le pays était également confronté à une grave pénurie de nourriture et d'énergie. De nombreux citoyens japonais craignaient de mourir de faim pendant l'hiver 1945 et 1946. Heureusement, la plupart des personnes rentrant de la guerre ont fini par travailler dans l'industrie agricole qui employait environ 18 millions de personnes, ce qui a permis de fournir de la nourriture à la nation. En outre, l'armée américaine a occupé le Japon après la guerre. À la fin de l'année 1945, plus de 400 000 soldats américains étaient stationnés au Japon. Sous le commandement du général Douglas MacArthur, leur première priorité était d'empêcher le peuple japonais de mourir de faim. De 1946 à 1948, les États-Unis ont fourni des centaines de millions de dollars d'aide alimentaire. Cependant, malgré tous ces efforts, de nombreux citoyens sont restés au bord de la famine pendant des années. L'effort suivant des États-Unis pour réformer le Japon a été la démilitarisation et la restructuration de l'économie afin de garantir l'arrêt de toute production de matériel militaire. Le Japon a adopté une nouvelle constitution en 1947 dans laquelle il a renoncé à son droit de disposer d'une armée. Les États-Unis ont ensuite procédé à la restructuration et à la démocratisation de l'économie japonaise. La première réforme a consisté à démanteler les zaibatsu, qui étaient de grandes entreprises conglomérates détenant un immense pouvoir politique et économique. Ces entreprises détenaient des monopoles dans leurs secteurs respectifs et entravaient le développement économique en bloquant la concurrence. En outre, elles maintenaient artificiellement les salaires à un niveau bas et obligeaient leurs employés à travailler dans de mauvaises conditions. L'élimination des zaibatsu a ouvert la voie à une concurrence accrue et à la croissance économique. En outre, les travailleurs ont commencé à former des syndicats à un rythme rapide. En 1945, aucun travailleur ne faisait partie d'un syndicat. Mais en 1948, près de 60% des travailleurs étaient syndiqués.
Cela a permis aux travailleurs de négocier de meilleurs salaires et conditions, ce qui a contribué à la modernisation et à l'expansion de l'économie japonaise. La grande réforme suivante a été la réforme agraire. Les propriétaires terriens ont vendu leurs terres agricoles au gouvernement, qui les a revendues à bas prix aux agriculteurs, qui les ont ensuite cultivées. Grâce à ces réformes, la majorité des propriétaires de terres agricoles étaient ceux qui les cultivaient eux-mêmes au lieu de les louer à quelqu'un d'autre. Cela a contribué à démocratiser le pays, car des millions d'agriculteurs de la classe ouvrière possédaient et exploitaient désormais leurs propres terres agricoles. Les politiques prescrites par son plan consistaient à parvenir à un budget équilibré, à suspendre l'octroi de nouveaux prêts au Japon par l'intermédiaire de la Banque de financement de la reconstruction, ainsi qu'à réduire les subventions. Ce plan fixait également le taux de change à 360 yens pour un dollar américain, afin de maintenir les prix des exportations japonaises à un niveau bas. Ces politiques, considérées comme radicales, ont effectivement permis de réduire l'inflation. Toutefois, elles ont eu un prix car elles ont également entraîné une contraction de l'économie japonaise et une récession. En 1952, le Japon n'est plus occupé par les soldats américains et redevient une nation indépendante. À la suite du plan Dodge, le Japon est entré en récession et l'on s'attendait à une dépression généralisée. Cependant, la guerre de Corée a éclaté en 1950 et, pendant la guerre, les États-Unis se sont tournés vers le Japon pour lui fournir une grande partie de leur matériel de guerre. L'économie japonaise s'en est trouvée stimulée car la production a augmenté et le commerce s'est développé. Cela a permis à l'économie de sortir de la récession et à jeter les bases de la croissance que le Japon allait connaître au cours de la décennie suivante. Cette croissance est due à plusieurs facteurs. Tout d'abord, le Japon a importé diverses technologies d'autres pays. Ils ont ensuite apporté leurs propres innovations à ces technologies étrangères et les ont intégrées dans leur secteur industriel. Cela a permis à de nombreux secteurs de l'économie de se développer rapidement et d'être compétitifs sur la scène internationale. Par exemple, son industrie sidérurgique a amélioré la qualité de l'acier utilisé dans les voitures et a innové dans la fabrication de pièces automobiles. Cela a permis au secteur automobile de se développer et de s'imposer sur la scène internationale. D'autres secteurs ont suivi la même tendance. Une autre raison pour laquelle la croissance a été favorable est l'évolution de l'atmosphère des affaires. Avec l'élimination des zaibatsu, les chefs d'entreprise n'étaient plus choisis en fonction de l'héritage, mais plutôt en fonction de leurs compétences. Les entreprises étaient donc beaucoup mieux gérées et dirigées qu'auparavant. En outre, grâce à l'essor des syndicats, les conditions de travail se sont considérablement améliorées. Les syndicats et les employeurs ont adopté un système dans lequel les entreprises embauchèrent des personnes en leur promettant de les garder toute leur vie, connu sous le nom de système d'emploi à vie, qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Les entreprises assurent la stabilité de l'emploi en promettant de garder les salariés toute leur vie et de bien les traiter pour les garder en échange de leur loyauté. Les relations entre les employés et les employeurs sont ainsi devenues plus positives. Le facteur le plus important de la croissance du Japon est peut-être le mérite de sa population. Les citoyens japonais sont incroyablement travailleurs et leur capacité à adopter des compétences et à innover eux-mêmes, puis à les appliquer à leur travail, est peut-être le facteur le plus important qui a conduit à la croissance rapide du Japon. Le premier ministre Yoshida était le premier ministre du pays après la guerre et il a mis en œuvre ce que l'on appelle aujourd'hui la doctrine Yoshida.
Il s'agissait d'un ensemble de politiques visant à consacrer toutes les dépenses du gouvernement à la reconstruction du pays. Au lieu de dépenser de l'argent pour reconstruire son armée, car le Japon comptait sur les États-Unis pour sa protection militaire. La doctrine prônait également le pacifisme et la diplomatie au lieu de la guerre. Ainsi, tous les efforts du Japon étaient consacrés à la reconstruction du pays plutôt qu'aux efforts militaires. En 1960, le premier ministre Ikeda a mis en œuvre le plan de doublement des revenus qui visait à doubler la taille de l'économie en 10 ans. Pour ce faire, il a décidé d'augmenter les investissements de l'État dans les entreprises publiques et privées et d'intensifier les échanges avec les autres pays. Le taux de croissance du Japon a été en moyenne de 10% tout au long des années 60 et sa taille a doublé en 7 ans seulement. En 1968, le Japon était la deuxième économie mondiale. En 1973, les prix du pétrole sont montés en flèche, ce qui a lourdement pesé sur l'économie japonaise, qui dépendait fortement du pétrole pour alimenter sa croissance économique. En conséquence, la production industrielle du Japon a chuté de 20%. La deuxième crise pétrolière de 1978 a également eu des répercussions sur l'économie japonaise. Toutefois, l'économie japonaise a su s'adapter et surmonter cette crise, principalement en innovant de nouvelles façons de produire des biens sans dépendre aussi fortement du pétrole. L'économie japonaise s'est remise relativement vite de la crise pétrolière par rapport à d'autres pays. Dans l'ensemble, l'économie japonaise s'est reconstruite et s'est développée à un rythme sans précédent pour diverses raisons. La réforme des structures gouvernementales et commerciales, la mise en œuvre des technologies occidentales et le travail acharné du peuple japonais ont abouti au miracle économique japonais. Le Japon est passé d'une nation déchirée par la guerre et au bord de l'effondrement à l'une des plus grandes économies du monde en l'espace de quelques décennies seulement. Le miracle japonais a été primordial et les historiens et économistes se souviennent encore de cette époque pour tirer des enseignements de cette nation qui a réussi ce que personne d'autre n'avait réalisé auparavant.